Née dans une famille royale européenne en ascension, la princesse Stéphanie était destinée à la grandeur, mais au lieu de cela, elle s'est mariée dans un cauchemar royal. Piégée dans un mariage sans amour, elle a vécu une vie de trahison et de maladie, ce qui a entraîné son infertilité à seulement 22 ans. Puis, seulement 2 ans plus tard, un incident choquant changerait le cours de sa vie. Explorons ensemble son histoire. La princesse Stéphanie Clotilde est née le 21 mai 1864, dans le palais de Larkin, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique. Son père était le prince Léopold, héritier du trône belge, et le fils du roi Léopold I, le tout premier souverain de la Belgique depuis son indépendance en 1831. Juste 1 an et demi après sa naissance, son grand-père est décédé, et son père est devenu le roi Léopold II. Pour le monde, il était vénéré comme un homme d'État puissant qui a fait de la Belgique un acteur important sur la scène mondiale, malgré sa petite taille. Il a rempli le pays de grands palais et de majestueux bâtiments civiques, consolidant sa réputation de dirigeant visionnaire. Mais derrière la façade scintillante de son règne, l'obscurité se cachait. Aujourd'hui, l'héritage de Léopold II est celui de l'horreur. Il a transformé le Congo en un fief privé, le gouvernant d'une main de fer et exploitant son peuple pour le profit. Sous son règne, des millions de Congolais ont été réduits en esclavage dans les plantations de caoutchouc, subissant de nombreuses atrocités. Tragiquement, ces conditions combinées à la maladie et à la famine ont entraîné une forte diminution de la population congolaise. Ainsi, la fortune de la famille de Stéphanie a été en partie constituée avec l'argent du sang congolais. La mère de Stéphanie était Marie-Henriette d'Autriche, membre de la maison royale de Habsbourg en Autriche, un pays qui avait régné sur la Belgique pendant la majeure partie du XVIIIe siècle. Elle et Léopold ont eu 4 enfants. Leur première fille, Louise, est née en 1858, suivie de leur seul fils Léopold en 1859. Près de 5 ans plus tard, Stéphanie est née, et 8 ans après cela, ils ont eu leur plus jeune fille, Clémentine. Malgré tous ces enfants, la vie domestique de la famille royale belge était loin d'être heureuse. Le mariage de leurs parents avait été un arrangement purement politique, et ils avaient des intérêts et des personnalités complètement différents. Avec le temps, les tensions ont augmenté, et la reine Marie-Henriette s'est de plus en plus éloignée de son mari, passant une grande partie des années 1870 loin de lui. Cela a augmenté les contraintes rigides de la vie royale, et dans les années à venir, Stéphanie allait être emportée dans un monde bien plus sombre, qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les premières années de Stéphanie ont été marquées par la tragédie. En janvier 1869, son monde a été bouleversé lorsque son frère, l'héritier du trône, est décédé, plongeant la maison royale dans le deuil. Bien qu'elle n'ait que 4 ans et demi, cette tragédie a laissé une profonde empreinte sur Stéphanie et a commencé la dégradation du mariage de ses parents. Puis, en 1871, le désastre a frappé à nouveau. L'Europe était encore aux prises avec des vagues de maladies mortelles comme le typhus, la variole et la redoutée morbleu, un surnom pour le choléra. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une épidémie ne balaye Bruxelles. Stéphanie, pas encore 7 ans, tomba gravement malade du typhus. Pendant des semaines, elle oscilla entre la vie et la mort. Inconsciente, fiévreuse et en proie à la douleur. Sa famille craignait le pire, mais contre toute attente, elle a survécu. 3 ans après, l'éducation stricte de Stéphanie débuta. On lui a enseigné une variété de sujets à un niveau élevé et elle était multilingue, bien qu'elle n'ait pas été dorlotée, et elle et ses sœurs ont été éduquées par des disciplinaires stricts. À partir de 1875, Stéphanie se retrouvait souvent en tant que la royale féminine de rang le plus élevé à la cour. Sa sœur aînée Louise s'était mariée et avait quitté Bruxelles, tandis que sa mère était souvent absente de la capitale. Puis, à l'hiver de 1878, son destin a été scellé. À peine adolescente, elle a été présentée au prince héritier, Rudolf d'Autriche, unique fils de l'empereur Franz Joseph et héritier du vaste empire austro-hongrois. Rudolf avait 20 ans tandis que Stéphanie n'en avait que 14, mais leur rencontre n'était pas un hasard. C'était un mariage en préparation. En coulisses, les négociations battaient en leur plein. Les Autrichiens voyaient en Stéphanie une épouse convenable,
capable d'assurer la succession en produisant des héritiers mâles. La pression était immense et après de longues discussions, le mariage a été arrangé. Le 10 mai 1881, quelques jours avant son 17e anniversaire, Stéphanie et Rudolf se sont mariés lors d'une grande cérémonie à Vienne. Sous le spectacle scintillant de la royauté, des nuages sombres se formaient déjà sur leur union. La vie de couple de Stéphanie était loin d'être idyllique. Il n'y avait pas de grand amour, pas d'affection profonde, seulement le devoir. Au début, leur relation était cordiale, voire un peu heureuse, mais des fissures sont rapidement apparues. Rudolf avait une personnalité volatile, et Stéphanie se retrouvait piégée dans le palais, constamment surveillée avec peu de liberté. Malgré la tension, le mariage a donné naissance à une fille nommée Élisabeth Marie, née en septembre 1883. Mais au lieu de joie, Rudolf a accueilli la nouvelle avec une déception à peine voilée. Eh bien, il voulait une mêlée pour l'Empire. Elle serait leur seul enfant, et le seul descendant de Stéphanie. Au milieu des années 1880, elle était stérile. La cause ? Son propre mari. Rudolf n'était pas seulement un alcoolique, mais aussi un coureur de jupons effréné, se livrant à des affaires avec des femmes à travers Vienne. Il a contracté de nombreuses maladies sexuellement transmissibles, et la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il a probablement transmis à Stéphanie à la fois la syphilis et la gonorrhée, la laissant incapable d'avoir des enfants à seulement 22 ans. Au début, les médecins ont accusé la péritonite. Rudolf avait gardé sa maladie secrète, et lorsque Stéphanie a appris la vérité, il était trop tard. Trahie et humiliée, elle était consumée par le ressentiment. Elle refusait de partager un lit avec son mari qui rentrait chez lui à l'aube, empestant l'alcool et d'autres femmes. Pendant ce temps, Rudolf, noyé dans sa propre misère, s'enfonçait de plus en plus dans la débauche. À la fin des années 1880, il était de notoriété publique à la cour que Stéphanie n'aurait plus jamais d'enfant. Les affaires de Rudolf se poursuivaient comme si rien n'avait changé, et le pire était encore à venir. Parmi les nombreuses maîtresses de Rudolf, une est devenue très en vue. C'était la baronne Mary Viscera. En 1888, à seulement 17 ans, elle s'est impliquée avec le prince héritier de 30 ans. Pendant cette période, le comportement de Rudolf est devenu encore plus erratique, peut-être à cause de sa syphilis qui s'aggravait. Lui et Viscera ont commencé à passer beaucoup de leur temps à Meiling, un pavillon de chasse isolé près de Vienne que Rudolf avait acheté et transformé en retraite privée loin de la cour impériale. Le 30e janvier 1889, Stéphanie a reçu des nouvelles choquantes. Ce matin-là, son mari, le prince héritier Rudolf et Marie Viscera, ont été retrouvés morts à Meiling. L'incident de Meiling, comme il est devenu connu, a conduit à une enquête et des rumeurs de conspiration, d'assassinats et même d'intrigues politiques ont enflé pendant des années. Mais au final, la vérité était sombre. Rudolf a tiré sur sa maîtresse puis s'est suicidé. Ainsi, à seulement 24 ans, Stéphanie était veuve et incapable d'avoir d'autres enfants. Curieusement, dans la lettre qu'il lui a laissée, Rudolf a exprimé une certaine affection, bien qu'il ne fasse aucun doute que son impact sur sa vie a été terrible à bien des égards. Après la mort de Rudolf, Stéphanie espérait rentrer chez elle en Belgique, mais il y avait un problème, sa fille. Élisabeth Marie était toujours une princesse de Habsbourg, et la cour impériale refusait de la laisser quitter Vienne. Stéphanie, maintenant la princesse héritière douairière, était coincée dans une ville où elle n'était pas désirée. Ses beaux-parents lui ont tourné le dos et considérèrent sa présence comme un rappel douloureux de ce qui s'était passé avec Rudolf. Durant cette période solitaire, elle trouva du réconfort dans une romance avec le comte Arthur Podolski, un noble polonais qui l'avait soutenu pendant les jours les plus sombres. Mais le destin a frappé à nouveau. Podolski, encore âgé de moins de 40 ans, souffrait d'un cancer du larynx. Une chirurgie ratée l'a laissé incapable de parler, et en mars 1890, il était mort. Stéphanie, toujours en deuil de la fin violente de Rudolf, a été une fois de plus plongée dans le deuil.
Pour échapper à ses chagrins, elle a beaucoup voyagé, dérivant à travers la Méditerranée, Malte, la Tunisie, la Sicile, Corfou et au-delà, à la recherche de distraction, de soulagement ou peut-être d'un nouveau départ. Encore jeune et incapable de se remarier, le roi Léopold II avait de grands projets. Il voulait que Stéphanie épouse le nouvel héritier de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc Franz Ferdinand. Mais cette union n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, à la fin des années 1890, Stéphanie a trouvé l'amour avec le comte Élémi Lunois, un aristocrate hongrois. Ce n'était pas une alliance politique, c'était un mariage d'affection, et Élamir s'est même converti au catholicisme romain, espérant gagner l'approbation du roi Léopold. Ça n'a pas marché. Dans une lettre féroce, son père a catégoriquement refusé d'approuver le mariage. Il ne permettrait pas à sa fille de se marier en dessous de sa condition. Malgré cela, Stéphanie a défié son père et le 22 mars 1900, elle a épousé Elamira au château de Miramar près de Trieste, perdant ses titres impériaux dans le processus. Au fil des ans, les querelles familiales persistaient. De retour en Belgique, le père de Stéphanie vieillissait et, sans héritier direct masculin survivant, des plans ont été mis en place pour que son neveu, le prince Albert, succède en tant que roi Albert Ier. Léopold était depuis longtemps furieux contre ses filles pour avoir épousé en dessous de leur rang et les avait presque déshéritées. Sa rancœur était si profonde qu'il interdit à Stéphanie d'assister aux funérailles de sa mère en 1902 et refusa de la voir avant sa mort. Après la mort de Léopold en 1909, ses filles s'attendaient à hériter d'une part de sa fortune immense. Au lieu de cela, elles ont découvert quelque chose de tout à fait choquant. Il a laissé la majeure partie de sa richesse à Caroline Lacroix, sa maîtresse beaucoup plus jeune, qu'il avait secrètement épousée juste 5 jours avant sa mort. Furieuse, Stéphanie et ses sœurs ont lancé une féroce bataille juridique qui a duré 5 ans. Au final, Stéphanie a réussi à obtenir un règlement de 5 millions de francs. À l'été de 1914, lors d'une visite d'État à Sarajevo, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc Franz Ferdinand, l'homme que le père de Stéphanie espérait qu'elle épouserait, a été assassiné par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Sa mort a déclenché une crise qui s'est rapidement transformée en Première Guerre mondiale. Quelques semaines plus tard, l'Allemagne a envahi la Belgique, malgré sa neutralité, et la patrie de Stéphanie est restée sous occupation allemande pendant les 4 années suivantes. Comme l'Autriche-Hongrie était alliée à l'Allemagne dans la guerre, Stéphanie s'est retrouvée dans une position inconfortable, vivant dans l'Empire qui aidait à occuper sa patrie. De plus, elle était convaincue que l'empereur Franz Joseph avait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'assassinat de son héritier, Franz Ferdinand. Heureusement, à ce moment-là, elle et Élamir étaient loin de Vienne. En 1906, ils s'étaient installés dans le manoir de Rousseau, dans ce qui est aujourd'hui la Slovaquie, l'un des rares endroits épargnés par la guerre. Là, Stéphanie s'est consacrée à l'œuvre de charité, trouvant un sens dans un monde qui se délitait autour d'elle. Lorsque l'empereur Franz Joseph est mort en 1916, Stéphanie et Élamir sont retournés à Vienne pour ses funérailles et les célébrations du couronnement du nouveau souverain. Juste 2 mois plus tard, Élémir a été fait prince au sein de l'aristocratie hongroise. Mais leur monde s'est rapidement effondré. En octobre 1918, l'Autriche-Hongrie a perdu la guerre et s'est effondrée en nations séparées. Stéphanie et Élémir ont été exemptés de l'exil qui a touché la plupart des royaux Habsbourg. Ils sont restés dans la maison de Rousseau, bien qu'ils aient continué à voyager fréquemment et aient eu une union heureuse. Stéphanie et Élamir ont vécu une vie tranquille après la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, elle était également grand-mère, car sa firme avait donné naissance à plusieurs enfants au début des années 1900. Cependant, la relation entre Stéphanie et sa fille est devenue tendue au début des années 1920. Cela était dû à la vie personnelle d'Élisabeth Marie et à sa politique. Elle était socialiste et est devenue connue en Autriche sous le nom de l'archiduchesse rouge. Après une dernière dispute en 1924, Stéphanie et sa fille, Élisabeth Marie, semblent avoir coupé les ponts complètement, ne se parlant plus jamais.
Pendant ces années, Stéphanie a rédigé ses mémoires, publiées en 1935 et en anglais en 1937, sous le titre « J'étais destinée à être impératrice ». Cependant, ce n'était pas une autobiographie complète, car elle a à peine mentionné le demi-siècle qui a suivi la mort de Rudolf. Au lieu de cela, le livre était divisé en 4 parties, avec la dernière section intitulée « Envoi de la tragédie ». Il était clair que son histoire, du moins celle qu'elle a choisi de raconter, se terminait en 1889. Peut-être que ses éditeurs savaient que c'était la version que les lecteurs voulaient, ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas partager les détails de sa vie privée depuis ce jour fatidique. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Stéphanie et son mari n'habitaient pas près des lignes de front, et les pays frontaliers ont été épargnés par le pire des combats. Pourtant, vers la fin, le couple avait été troublé par les plans que les nazis ont élaborés pour transformer Rud Solzhenitsyn en hôpital de campagne, alors que l'armée rouge soviétique avançait en Europe centrale. Lorsque les Russes sont arrivés là-bas au printemps de 1945, Stéphanie et Télamir ont trouvé refuge à l'Archabaï de Panen Alma. Elle est décédée là-bas le 23 août 1945 à l'âge de 81 ans. Elle avait déshérité sa fille 1 an plus tôt, et Elisabeth Marie n'a pas assisté aux funérailles de Stéphanie. Elle a été enterrée dans la crypte de l'Archabaï et Elimé, qui était décédée un peu moins d'1 an plus tard, a été enterrée à côté d'elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la princesse Stéphanie de Belgique. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez moi savoir ce que vous avez pensé de la vie en bas dans les commentaires, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également en bas dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir mes nouvelles vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi, on se retrouve dans la prochaine Vie oubliée.